Amis internautes, bonsoir. Bonsoir Claude. Claude, tu es figé. Donc déconnecte-toi et reconnecte-toi. Bonsoir à nos modérateurs dans le chat, Sam Léo, Caroline, et s'excuse s'il est là. S'il n'est pas là, c'est parce qu'il bosse, et il bosse sérieusement. Claude, tu avais disparu ? Oui, tout d'un coup, j'avais un problème de connexion qui est arrivé juste après le générique. C'est encore un coup de Zelensky, ça m'énerve. Voilà. Bon, ça suffit, hein. Voilà, Zelensky, tu te calmes, au coin. Voilà. Alors ce soir, tu as préparé une soirée dense où beaucoup de sujets vont être évoqués, mais on ne fait pas attendre Maître Vernochet, on va le recevoir tout de suite. Et puis, on va aborder 2 points ensemble. Jean-Michel, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir à tous, à toutes. Bonsoir Eric, bonsoir Claude. Bonsoir Jean-Michel, bienvenue. Bonsoir amis internautes. Et bonsoir Eric. Alors, comme on le disait hors antenne, on parlait de la libération de Georges Ibrahim Abdallah, qui, je le rappelle, était libérable depuis 1999, après avoir passé 15 ou 16 ans en prison, accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, puisque même les autorités françaises de l'époque, à commencer par le ministre de l'Intérieur, Pandro, et ainsi que le dirigeant des services secrets français, disaient que Georges Ibrahim Abdallah n'était en rien mêlé à cette opération terroriste qui avait vu un ambassadeur israélien et américain tué. On a fait porter le chapeau à Georges Ibrahim Abdallah sans jamais pouvoir prouver sa culpabilité. On l'a donc accusé de complicité. Et si vous voulez bien, j'ai produit cette semaine un court article sur Facebook qui résume assez bien ce que j'ai envie de dire et ce que ont sûrement envie de dire nombre de journalistes et esprits libres et indépendants. Alors, si tu permets, Jean-Michel et Claude, je fais une courte lecture. Aujourd'hui, jeudi 17 juillet 2025, Georges Ibrahim Abdallah, le prisonnier politique qui a passé 40 années de sa vie en prison pour des crimes qu'il n'a pas commis, voit enfin arriver la fin de son calvaire. Georges Ibrahim Abdallah n'a jamais reconnu son implication dans l'assassinat des diplomates, mais les a toujours qualifiés d'actes de résistance contre l'oppression israélienne et américaine dans le contexte de la guerre civile libanaise et de l'invasion israélienne au Sud-Liban en 1978. Sa culpabilité n'a jamais été démontrée, mais malgré ça, il a été condamné à 15 ans de prison pour complicité de meurtre et devait être libéré en 1999. Quand j'entends les blaireaux dire « je fais confiance à la justice de mon pays », je mesure à quel point notre peuple est conditionné pour avaler les pires conneries.
Il n'y a pas de justice en France car nous sommes un pays sous occupation où le pouvoir politique n'est qu'un gouvernement de collabos et de vendus. Il a donc passé 40 ans derrière les barreaux simplement parce que les autorités américaines et israéliennes se sont opposées à sa libération en 1999 et sans interruption depuis 1999. Cette semaine encore, les autorités israéliennes et américaines se sont opposées à sa libération. Et les gouvernements français qui se sont succédés ont tous courbé le dos et obéi aux injonctions israéliennes et américaines. Tu parles d'un État souverain. Ceux qui s'imaginent vivre dans un État de droit respectueux des droits de l'homme ont la preuve du contraire avec ce que notre pays a fait subir à Georges Ibrahim Abdallah. La preuve ultime que la France n'est qu'une république bananière où les lobbies d'influence ont plus de pouvoir que le droit et la loi. À moins d'un énième retournement de situation, Georges Ibrahim Abdallah devrait sortir de prison et sera expulsé vers le Liban, où il sera accueilli, n'en doutons pas, Assassiné. comme un Assassiné. véritable Il héros sera de la assassiné. résistance. Cela fait plus de 25 ans que j'attends ce moment. Cela fait plus de 25 ans que je dénonce le traitement inhumain qui lui a été infligé. Et aujourd'hui, je peux enfin savourer et fêter sa libération. Je ne peux m'empêcher de redire que nous ne vivons ni dans un état de droit, ni dans une démocratie, car si tel était le cas, un innocent n'aurait jamais passé la moitié de sa vie en prison. Longue vie à toi, Georges Ibrahim. Je crois que vous joignez à moi pour fêter la fin de cette injustice. De ce calvaire. Absolument, absolument. Ceci étant dit, 2 poids, 2 mesures, mais relisez La Fontaine, hein. Selon que vous serez puissant ou misérable, on vous rendra blanc ou noir. Les Et jugements de cour, effectivement, voilà. alors, on peut mettre ça en parallèle, bien que ça ne soit pas comparable avec ce Français qui avait été condamné à mort en Indonésie, qui attendait son exécution. Et il y a eu une tractation qui a fait qu'il est venu purger sa peine incompressible en France. Il vient d'être libéré. Tant mieux pour lui, tant mieux pour sa famille. Mais enfin, pour avoir été condamné à mort pour trafic de drogue, fallait-il que ce soit un trafic de drogue réellement avéré? Là, on peut le supposer, mais lui n'aura pas connu le sort. Il a passé quand même 16 ans en prison au total, mais il n'aura pas connu le sort absolument tragique de Georges Ibrahim Abdallah. Alors que les Américains diraient evidence, que les, que les preuves n'étaient pas établies de façon formelle. Donc il y avait un doute qui subsistait. Maintenant, il faut craindre, et je ne m'appesantirai pas sur le cas d'Abdallah, il faut craindre ce qu'il va trouver au Liban, qui est un pays aussi très largement occupé et bombardé assez régulièrement. Et pensons à Cher Yassine, qui avait fait l'objet d'un échange à la suite de la tentative d'empoisonnement, d'assassinat de Khaled Meshal à Amman, en Jordanie, dans laquelle 2 agents du Mossad avaient été faits aux pattes, attrapés. Et quand Cher Yassine est rentré, c'était un homme invalide, sur un fauteuil roulant, aveugle, ce qui ne veut pas dire que c'était un saint innocent, n'est-ce pas? Mais il a été très rapidement éliminé par un tir au but d'un missile. Voilà, donc espérons, et je forme des vœux pour que Ibrahim Abdallah ne connaisse pas un sort similaire. Parce que la vengeance, il faut bien noter que la vengeance juive, il faut l'appeler par son nom, est effroyable, elle est opiniâtre, elle est d'ailleurs exemplaire pour ceux qui sont adeptes de la vengeance et de la loi du talion, ce qui n'est pas notre cas. Je le rappelle à chaque fois, le christianisme est
une foi qui n'oblige pas à l'oubli, mais qui en tout cas incite très violemment au pardon des offenses. Mais il y a des gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas la valeur de ce genre de préceptes, qui devraient être pourtant universels. Bien, Absolument. on voulait aussi évoquer ce qui est arrivé à notre ami Stocker de GPTV et de Radio Courtoisie. Claude, si tu veux bien nous en parler. Oui. Oui, eh bien, évidemment, j'apporte et je pense que nous apportons notre soutien inconditionnel à Nicolas Stocker et à Lara Stam, puisque tous les deux ont retrouvé leurs 2 chats assassinés dans leur jardin il y a 2 jours. Donc c'était avant-hier, assassinés au cyanure. Alors, comme ils habitent à la campagne, ce ne c'est évidemment pas leurs 3 ou 4 voisins qu'ils ont autour et qui sont bienveillants d'ailleurs, qui se seraient livrés à cet acte barbare. Donc la question reste posée, bien entendu, qui a fomenté et qui a monté cette affaire. Évidemment, nos yeux ne peuvent se tourner que quelque part en haut de la sphère de l'État, bien que là, On ne ça prête reste. qu'aux riches. On ne prête Voilà. qu'aux riches. Évidemment, je ne peux rien affirmer sur le sujet, ça reste effectivement au point d'interrogation. En tout cas, c'est absolument odieux de s'en prendre aux animaux, à des animaux qui, eux, sont sans défense, parce qu'un animal, un animal quel qu'il soit, d'ailleurs, lui ne triche pas avec l'amour et l'amitié. Quand il a de l'amour et de l'amitié pour un être humain, il le donne et on le voit bien qu'il le donne. Il faut vraiment être sans pitié, sans cœur pour s'en prendre à des animaux. C'est vraiment abject. Mais en ce moment, je pense que malheureusement, et je suis pas le seul à le penser, que notre état profond devient assez énervé puisqu'il y a eu quand même une cascade aussi de suicides, entre guillemets le mot suicide un peu étrange puisque ça s'est succédé à une cadence assez infernale. Voilà, donc Nicolas, Lara, vous avez tout notre soutien bien évidemment. Alors il faut quand même Jean-Michel, oui, mais il faut oui, vas-y. préciser que Nicolas, le Nicolas dont tu parles, Nicolas Stocker, tout le monde ne le connaît pas. C'est un animateur de géopolitique profonde sur Radio Courtoisie. Voilà. Aussi. Et il œuvre, il fait un travail important et il s'est engagé d'ailleurs au moment de la crise israélo-iranienne assez fortement. Donc, je sais qu'on n'est pas à l'abri dans nos villages, puisque j'étais moi-même l'objet de menaces. Le rideau de verdure que vous voyez là est riant, mais il y a des choses beaucoup moins qui le sont beaucoup moins en arrière-plan. Et donc c'est vrai que j'abonde dans ton sens, cher Claude. Le système devient fou, il s'affole. Et je ne dis pas qu'il panique, mais en tout cas, sans parler des suicides maquillés, des suicides très assistés, il y a eu un certain nombre de morts tout à fait suspectes qui n'auraient pas dû intervenir, comme je pense celle du général de la Warde, qui devenait au moment de son décès, de sa disparition, devenait extrêmement gênant par ses bulletins d'information quotidiens sur la situation dans la bande de Gaza. Euh, voilà. Espérons que les choses vont s'arrêter. Sur la toile, on voit se multiplier des annonces. Je vous parle, mais je ne suis pas suicidaire. Hein, notez bien. Ben non, ni vous ni moi ne sommes suicidaires. Mais on peut très bien nous retrouver sur un chemin de campagne, là aussi ayant trébuché, comme le général Georgelin en montagne, qui n'avait pas le pied alpin apparemment, même s'ils étaient dans les Pyrénées, et qui avait peut-être des révélations à faire sur la présence française en Ukraine. Absolument. Alors, puisque on est sur ce sujet, Jean-Michel, tu voulais rendre hommage aussi au décès récent donc de Loïc Le Floch-Prigent. Oui, moi j'en profite pour vous saluer. Je retourne en régie. Il faut que je diffuse l'émission sur les réseaux sociaux. On se retrouve après le générique. Bonne émission, Jean-Michel et Claude. Merci Eric, et félicitations pour la bonne mine. Il a une mine formidable. C'est le soleil. Le soleil, le soleil.
Donc Jean-Michel, oui, un hommage au décès de Loïc Le Floch-Prigent. C'est un homme qui est passé par la case prison, je crois à la Santé, qui était assez bien Oui. fréquenté à l'époque. Il avait été, c'était il avait été patron, grand patron de d'Elf. C'était un homme de gauche au Oui. départ. Je ne suis pas sûr qu'il le soit resté tout au long de sa vie, mais jusqu'au bout, c'était un entrepreneur qui dirigeait plusieurs, un entrepreneur, un vrai, qui dirigeait plusieurs affaires industrielles, et il avait engagé un fort combat contre l'installation des éoliennes géantes de la baie de Saint-Brieuc. Honneur lui soit rendu. Je signale que, j'avais procédé à un enregistrement, c'est un enregistrement, audio, que l'on trouve sur ERFM. Actuellement, c'est une rediffusion d'un enregistrement qui avait été fait, et j'ai reçu des appels téléphoniques, au moins un important, d'un ancien communiste d'ailleurs, qui habitait à côté de chez Loïc Le Floch-Prigent, en Bretagne, et pour me dire à quel point, cet entretien ou la rediffusion de cet entretien, l'avait, intéressé, voire passionné. Donc hommage à un Français qui avait les pieds sur terre, qui était ce qu'il était, mais qui aura aussi, mené, un réel combat, pour une France active, une France, productrice, une France, je ne dirais pas innovatrice, ça c'est une banalité, mais une France qui travaille, qui produit, et qui crée de la richesse, et non pas le parasitisme, institutionnel. Alors je dis pas que tous les fonctionnaires sont des parasites, mais enfin la France, croule, sous le nombre des fonctionnaires d'État, des administrations, centrales ou décentralisées, et aussi, des fonctionnaires, des collectivités territoriales, des hôpitaux et compagnie. On est à plus de 5 millions en France, hein, il faut le dire. Comment voulez-vous, qu'avec une telle masse graisseuse, on puisse, survivre et continuer à avancer? Ce n'est pas possible. Absolument. Jean-Michel, je suis désolé, j'ai eu une coupure de son encore là, j'ai un petit peu de problème de réseau, donc j'ai pas tout à fait suivi la fin de Ça n'a pas l'hommage, mais d'importance. C'est je plaidais pour la France productive, la France active. Dans ma jeunesse, les Français étaient honnêtes, courageux, ils chantaient en travaillant. Je pense, aux gens qui travaillaient, aux ouvriers du bâtiment, aux mécaniciens auto. On chantait, on passait devant un atelier, on chantait, il y avait pas de transistor. Puis le transistor est arrivé et les voix se sont éteintes. Et puis, on se levait de bonne heure et on était de bonne humeur, et on était un bon père de famille, et on foutait des roustes aux gamins quand ils avaient des mauvaises notes en classe, parce que le père sévère, ça c'est Lacan qui avait dit ça, mais à juste titre, un père, doit être respecté, écouté, entendu. Il faudrait peut-être s'en souvenir aussi, et nos pères ouvriers avaient la main leste et le coup de pied, prompt, mais c'était de véritables pères, et c'était aussi, ceux qui ont fait la richesse de la France, qui malheureusement sont morts dans les tranchées en 14-18, comme les paysans également, et ont versé une part de sang extrêmement importante, dans la dernière guerre mondiale, puisque les Français se sont sacrifiés pour arrêter l'avance allemande, alors qu'ils avaient été trahis par leurs officiers, beaucoup d'officiers, pas tous, mais beaucoup, et surtout par les politiques, puisque la France n'était pas prête, puisque la France, c'était la France du Front populaire, qui avait donné, il serait temps de le rappeler d'ailleurs, puisque l'anniversaire était récent, enfin la commémoration pourrait être récente, c'est cette chambre, à quelques exceptions près, cette chambre totalement rose, socialiste donc, qui avait, donné les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, que maintenant, tout le monde régurgite autant qu'il est possible,
et malheureusement, la malhonnêteté fait partie de l'air du temps. Absolument. Alors, on va peut-être rester en France, Jean-Michel. Les annonces fracassantes de Thierry Burkhardt récemment, donc le chef d'état-major des armées, et suivi des déclarations d'Emmanuel Macron. Troisième guerre mondiale, il la pousse encore et toujours. 64 millions d'euros qui vont être budgétés jusqu'en 2027 pour pour fabriquer des canons d'ailleurs, entre parenthèses, alors que notre santé publique se meurt. Donc des déclarations totalement lunaires comme quoi même la Fédération de Russie, et là je cite Thierry Burkhardt, le vilain Vladimir Poutine était même responsable des punaises de lit pendant les Jeux Olympiques 2024. Il en a vraiment parlé, notre cher général en chef des Il états-majors, en a vraiment parlé? totalement. Je n'avais pas Oui, fait attention à ce détail croustillant. relaté dans le Figaro, dans un article du Figaro. C'est incroyable, comme quoi ça aurait été des manœuvres de déstabilisation Oui, russe. oui, comme les cercueils trouvés sous la tour Eiffel, c'est très grave. Voilà. C'est de la guerre subversive, où les mains rouges placardaient sur tel mémorial, c'est épouvantable. Ou les croix, qui n'étaient pas des croix gammées, non, c'était le sceau de Salomon qui avait été apposé en bleu sur certaines façades. Enfin bon, il y a des tags plus critiques que cela. Oui, on est dans un monde de fous furieux. Il avait été précédé, il a parlé, je crois, il avait parlé le mercredi soir, la veille de l'intervention du président Macron, et le lundi précédent, c'était le chef des services de renseignement français qui était plus prudent, lui, plus réservé. Et alors, ce qui me plaît beaucoup dans leur discours, d'ailleurs, c'est que c'est toujours des suppositions, sont des hypothèses. Il y a beaucoup de conditionnels. On suppose que donc il faut se mobiliser parce que la Russie pourrait nous envahir. Alors, je vais rendre un drôle d'hommage, ce qui n'est pas mon habitude, un hommage à Julien Dray. Julien Dray est un trotskiste de chez trotskiste, un vrai, il collectionnait, il avait une salle à faire, Pile à oui, oui, l'heure. oui, pile à l'heure, une salle à faire de toquantes et des montres à complications. Mais quand je parle de montres à complications, c'est pas des Swatch, hein, c'est des montres à 40 000, 50 000, 80 000 €. Bon, ça, c'est ce qui est normal, typique de la part d'un trotskiste qui était entré avec tous ses copains. Ils avaient fait une opération, invasive et d'entrisme au sein du Parti socialiste, dont il était devenu, je crois, à un moment donné, le secrétaire général. Alors, quand même, sur CNews, il n'avait pas beaucoup la parole. Il intervient tout parce qu'il a son rond de serviette avec Cohn-Bendit, tous ces gens-là, dire qu'on dit que CNews est d'extrême droite, c'est une plaisanterie. Et on parlait de l'agressivité russe, de la menace russe. Et il dit, mais enfin, des gens qui, en 3 ans de temps, n'ont pas été capables d'avancer de plus de 30 ou 40 kilomètres à l'intérieur du Donbass, je ne crois pas qu'il présente un danger majeur. Enfin, il l'a dit comme ça, il l'a en glissando, parce que on ne lui aurait pas laissé la parole, mais il a exprimé son scepticisme. J'ai trouvé que c'était quand même que c'était assez bienvenu. Je rappelle aussi que les Ukrainiens avaient pris pied dans l'oblast de Koursk, qu'ils ont occupé pendant plus de 9 mois. Les Russes ont eu le plus grand mal à récupérer cette oblast, à regagner, à reprendre, alors que c'est du territoire russe, pas du territoire ukrainien. Oui. Et ils n'ont pu le faire qu'avec l'aide de quelques dizaines de milliers de soldats nord-coréens, dont un certain nombre y a laissé la peau d'ailleurs. Voilà, donc on doit craindre, on prête à monsieur Poutine des appétits féroces, alors que ces jours-ci, c'est intéressant, j'ai entendu au contraire un certain nombre d'experts, de spécialistes, de militaires de haut rang, envisager de récupérer Kaliningrad. Kaliningrad, c'est Königsberg, hein, c'est une enclave, il y a les pays baltes,
les pays baltes qui sont au-dessus. Il y a la Pologne, il y a un couloir stratégique. Et donc c'est pas, c'est pas la Russie qui va envahir les pays baltes, c'est nous qui voulons récupérer Königsberg, qui n'a jamais été russe, entre nous soit dit. C'est l'une des plus grandes tragédies de la Seconde Guerre mondiale, quand, les Allemands ont été évacués, les populations civiles ont été évacuées, de la Prusse orientale. Regardez l'histoire d'un peu près, ça fait pas de mal de faire de l'histoire. Les bateaux surchargés, de fuyards, d'Allemands qui voulaient regagner la mère patrie au moment de la débâcle, ont été torpillés, par les sous-marins russes ou les navires russes. Et donc les populations, hommes, femmes, enfants, vieillards, on oublie toujours les vieillards, hein, sont partis à pied dans la neige. C'était l'hiver, 44, je crois, hein. Oui, 44. Et on sait que cet exode a fait plusieurs millions de morts. Regardez, je n'invente rien, je ne fantasme pas. C'est là un des grands miracles de la libération de l'Europe. Plusieurs millions de civils ont été sacrifiés sur l'autel de Yalta et du partage du monde entre Anglais, Américains et Soviétiques. Je dis bien Soviétiques, j'ai pas dit Russes, hein, Soviétiques. Oui, Donc voilà, aujourd'hui, il est oui. question de relancer une guerre, de faire une guerre pour reprendre, mais c'est pas les Russes qui, ont dit: «C'est une base de missiles, il y a des S-400», bon, il y a des S-400 et alors? Il y a bien des missiles de l'autre côté de la frontière, le fameux, bouclier antimissile, soi-disant, pour contrer une attaque iranienne, qu'on n'a jamais vu l'attaque iranienne, entre nous soit dit. Mais je pense que l'avenir pourrait modifier la donne. On l'aura bien cherché. Ah, Claude est reparti. Ça me tienne. Oui, oui, Claude n'est plus là. Claude est absent. Oui. Claude, tu es figé, donc il faut que tu te déconnectes et tu te reconnectes. Jean-Michel, tu voulais nous parler de Loïc Le Floch-Prigent? De? Loïc Le Floch-Prigent. Ah ben c'est fait, on l'a déjà fait avec Claude. Ah, d'accord. Alors, pardonnez-moi, je n'ai pas été attentif. J'étais dans les réglages. Non, mais je vois qu'en plus, tu as un de mes livres qui est juste à ta droite. Oui, oui. Oui, Qui n'a jamais été autant d'actualité, de Macron à Macron, le deuxième tome de Imposture et trahison. C'est une très bonne lecture. ben, je le crois. Je t'avoue que je l'ai démarré il n'y a pas longtemps parce que je viens de finir le bouquin de Youssef Indy et tu étais le prochain sur la liste, donc je l'ai commencé. Même s'il a été écrit au moment de la réélection de M. Macron. Ça y est, Claude est de nouveau là. Décidément, je suis désolé, je sais pas, ça coupe sans arrêt. Je sais pas. Malheureusement, Bon, ce soir, ma foi. Bon, bon, Bon. enchaînons, embrayons et enchaînons. voilà, enchaînons. On enchaîne. Eh bien, désolé pour cette interruption du son et la lumière. Je suis de nouveau revenu. Jean-Michel, la nomination de Nadjet Vallaud-Belkacem à la Cour des comptes. Une réaction, peut-être? Oui, c'est remarquable. Il faut dire que le premier président de la Cour des comptes est un socialiste grantin, dont la famille est arrivée en France en 1947 après avoir fui l'Union soviétique, mais pourtant c'est une famille de communistes à tout crin. Monsieur, madame, je parle des parents de monsieur Moscovici. Lui, plus raisonnablement, est devenu social-démocrate, c'est-à-dire socialiste. Et Najat Vallaud-Belkacem, elle-même, est présidente de je ne sais quoi, des Verts, des socialistes, là-bas dans une province profonde de la France profonde. Alors, ce qu'il y a de très amusant, c'est qu'elle n'a aucun titre pour être. Elle a été
Elle a échoué 2 fois au concours de l'ENA, hein, mais ça l'a pas empêché d'être ministre, de déclarer ubi et torbi, et notamment à l'Assemblée nationale, en 82-83, la théorie du genre n'existe pas, les études de genre n'existent pas. Le genre existe évidemment, et nous, à l'éducation nationale, on veut apprendre aux petits garçons à bien se comporter avec les petites filles, ce qui était autrefois ce qui allait de soi, hein. Ça s'appelait l'éducation tout court et pas nationale. L'éducation, la politesse, même la courtoisie, le cas échéant. Donc c'est cette femme surdouée qui est passée ensuite à la direction de certaines associations pro-migrants, invasion à la clé, qui va évoquer les comptes de la nation. Imaginons, on peut très bien supposer, alors là, c'est pas une supposition gratuite, que les comptes seront épluchés avec des strabismes divergents. Il y aura des comptes épluchés à droite, des comptes épluchés à gauche, ça ne sera pas le même épluchage. Heu, Oui. voilà, donc les copains se cassent, se recassent. C'est monsieur Bayrou, hein, qui l'a proposé au conseil des ministres du 16 juillet, et on faisait observer à madame Belkacem sur France Inter que peut-être, elle avait été l'objet d'un grand choix. Elle dit: «Non, non, non, j'ai suivi une voie normale, la voie du concours». Et alors, je trouve qu'il y a pas de concours pour entrer à la Cour des comptes. Il faut des compétences, avoir plus de 45 ans, avoir, au moins 20 ans d'exercice, d'une pratique, assidue, dans la vie réelle, ce qui n'est pas le cas de madame Belkacem, qui n'a jamais travaillé, de sa vie. Elle s'est pas sali les mains, on peut le dire, et elle a épousé un socialiste grantin qui s'appelle Monsieur Vallaud, un député d'ailleurs, socialiste. Et puis elle a ajouté son nom, puisque on dit qu'elle est franco-marocaine. Moi, je sais pas comment on peut être franco-marocain. On est soit français, soit marocain, mais ça me paraît difficile d'être les 2 à la fois, hein. Il y a des intérêts qui ne sont pas obligatoirement convergents. Eh bien, voilà, monsieur Bou a proposé. Alors on dit que c'est non pas un renvoi d'ascenseur, mais heu, une petite, heu une petite gracieuseté faite par monsieur Bayrou au Parti socialiste pour qu'il ne vote point, comme si le Parti socialiste représentait quelque chose d'ailleurs dans ce pays, vote point la censure à la rentrée. Petite magouille, alors, mais ça donne une image exacte de ce qu'est devenue la France aujourd'hui. Je termine Oui. sur le recrutement par concours, donc il n'y a pas de concours. Mais monsieur Moscovici a cru utile et opportun d'expliquer qu'elle avait, pour son recrutement, il y avait une procédure qui avait consisté en 1 ou 2 entretiens, et donc c'était ça qu'il appelait un concours, sauf qu'elle était seule à concourir. Donc tous ces gens mentent comme des arracheurs C'est de dents, c'est ils mentent, ils se foutent de notre gueule ouvertement, et sachant que quand même, c'est, conseiller maître, elle vient pas conseiller tout court, mais conseiller maître à la Cour des comptes, c'est entre 10 et 15 000 € par mois. C'est pas mal, non? c'est bien. Ça permet de voir venir, hein, Oui, oui, voilà, oui, ça oui, oui, pose, oui. hein. Plus Ça tous les permet de se voilà, avantages, les indemnités, sur la voiture de fonction, le chauffeur, les transports gratuits, enfin bon bref, passons, on en passe quoi, d'accord. Alors là où justement on va abandonner Nadjet, n'est-ce pas, pour se consacrer maintenant au budget 2026 que François Bayrou veut absolument nous faire digérer. Alors il veut couper largement dans la santé publique. Je devrais même pas rigoler parce que ça m'énerve. Mais bon, là en revanche où ça devient très difficile, c'est qu'il veut réformer les dépenses liées aux affections de longue durée. Il a déclaré qu'en France, et je vais le citer, notre François Bayrou, que 20% des patients sont en arrêt longue durée
contre 5% en Allemagne. Et il déclare: je n'ai pas l'impression que les Allemands soient moins bien soignés. Ah ouais, on croit rêver quand même, hein. Donc il y a une franchise de 100 euros par an sur les médicaments au lieu de 50 maintenant. Merci le budget 2026. Et dès 2026, on pourra reprendre le travail sans obligation de visite médicale en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident. Voilà, je n'ai fait qu'effleurer un peu les Bon, propositions écoutez, de Claude, M. François Bayrou sur le budget 2026. le topo est simple, ça se résume en une très courte phrase: les riches paieront. Sauf que les riches, dans le budget de monsieur Bayrou, c'est les ménages, ou enfin plutôt les revenus au-dessus de 2 500 € par mois. Alors je sais pas comment on peut faire pour vivre d'ailleurs. Si vous payez un loyer, si vous payez la bouffe, la garderie des enfants ou je sais pas quoi, heu ne parlons pas de femmes de ménage, 2 500 €, c'est vite évaporé, hein. Et ben, c'est ceux-là, les Français sont riches. En plus, ces salauds de Français ont un bas de laine. Il faut qu'ils Ah oui, dépensent leur mais surtout les vieux, les retraités, hein, parce que vous n'avez pas parlé des retraités. Les retraités non, doivent payer. Les retraités doivent payer, ils sont pleins de pognon, ils sont bourrés aux as, ils passent leur ouais. temps, dans des croisières, bah, où font vivre, tous les organisateurs de croisières, tous les croisiéristes. Mais surtout les vieux en général, moi tels que j'ai vu, partout autour de moi, heu, aident, soutiennent leurs enfants, leurs petits-enfants, mettent la main à la poche, très largement et sont un pilier de l'économie, même si c'est un pilier de retraités. Bon, j'ai entendu des discours absolument hallucinants. Les vieux ont trop d'argent et alors que, c'est les jeunes qui devraient en avoir et pas les vieux. Les vieux, ne dépensent plus, c'est vrai, on dépense beaucoup moins. Mais on dépense beaucoup moins parce qu'on n'a plus les moyens de dépenser aussi. Et voilà, donc la France, il faut éponger le bas de laine. Alors pour éponger le bas de laine, ils avaient trouvé des trucs géniaux. Mettez des panneaux solaires sur vos maisons, mettez-vous des pompes à chaleur, achetez des bagnoles électriques. Mais personne ne le dit, mais c'est une façon de pomper l'épargne. Il faut ouvrir le bas de laine, l'éventrer et cracher au bassinet. Donc vous faire acheter des trucs totalement inutiles qui ne marchent pas et qui sont ultra consommateurs. Les pompes à chaleur, ça marche peut-être, mais ça consomme beaucoup d'électricité. L'électricité, c'est l'électricité éolienne. J'ai vu qu'en Suède, je pense à un petit hommage à Loïc Le Floch-Prigent, on n'a pas pensé, c'est un pays couvert d'éoliennes. Sauf que là-bas, il fait froid l'hiver. Alors on a des on a des systèmes qui fonctionnent avec des turbines, au fioul pour réchauffer de l'eau dans lequel on met je ne sais quel, antigel et le matin quand les pales sont gelées, on les vaporise. Ça s'appelle l'écologie. C'est très écolo. Ah oui, Si c'est si très vous voulez écolo. vérifier ça, c'est une information qui est sortie, que j'ai trouvée assez rigolote. Je ne sais pas si, on sait que ça casse les pales, on sait que les éoliennes aussi s'enflamment à l'occasion. En tout cas, elles tuent les cigognes, c'est pas la peine de protéger les cigognes. Dans mon coin, on a trouvé trois cigognes, mais le maire de mon village dit: «Ah mais non, ça tue pas les oiseaux, ni les chauves-souris». Non, sauf qu'on a trouvé 3 cigognes au pied d'une éolienne, pas très loin et tout le monde alors le maire, je crois, le maire de cette commune, dont je ne citerai pas le nom, a demandé à ce que le parc éolien qui était sur sa commune soit arrêté. Enfin bon, c'était un peu tard, les cigognes sont mortes. Il s'agit des cigognes noires, celles qui vont nidifier au Soudan, là où se croisent le Nil blanc et le Nil bleu, ou se rejoignent plutôt que se croisent et voilà, donc oui, le budget, c'est un budget, mais tout le monde a remarqué, on n'a pas parlé de faire des économies, sur, l'immigration et il y a un type génial qui s'appelle Woerth qui a été le président, de la commission des finances à l'Assemblée, fut un temps, qui nous a dit: «Non, non, l'immigration ne coûte rien». Elle rapporte même peut-être. Non, non, mais l'immigration ne coûte rien. Elle coûte rien, un minimum entre 80 et 150 milliards par an, mais l'immigration ne coûte rien. Non, ça coûte Heu, rien. il y a pas d'école C'est bien. brûlée, il y a pas de dispositif de sécurité. L'école le non, non, l'immigration est une chance pour la France, comme avait dit monsieur Mitterrand
et elle le restera. Donc personne ne touche à la vache sacrée. Je dis bien la vache sacrée. Il faut que la vague submersive vienne. Monsieur Mélenchon nous a occupé, nous a bien dit. Après les villes, ça va être les campagnes, et ce sont eux qui vont retrousser leurs manches pour labourer le sol. Même si ce sont des machines aujourd'hui, mais ils répareront les machines. Je peux vous dire que les machines modernes, ça se répare pas comme ça. Hein. Ah, je crois pas, non. Bourrées d'électronique comme elles sont, Ah, c'est sûr que ça serait pas comme ça. non, non, non. Pour en finir peut-être, hein, alors un petit mot sur les bas de laine, parce que ça m'a fait rire, je suis tombé là-dessus il y a pas longtemps. La baisse du livret A en France est tombée donc à 1,7% d'intérêt. Magnifique. Mais figurez-vous que ouvrir un compte bancaire en Russie, et c'est vrai, peut rémunérer le montant du compte entre 19 et 23%. Mais faut pas le dire, la Russie va mal économiquement. Voilà, je referme la parenthèse. Je trouvais ça assez drôle. Oui, c'est cocasse. C'est cocasse. Cocasse, C'est cocasse. cocasse, hein. Voilà. Oui, mais Jean-Michel. les Russes sont des monstres, voilà. Et Ouais, monsieur voilà, c'est ça. un ogre qui veut nous faire la guerre Voilà. et contre lequel on n'a pas d'argent. Vous me parlez du budget, on n'a pas d'argent, mais on va donner 20 milliards à l'Union européenne. Ça va entrer dans le paquet commun de 700 milliards pour réarmer l'Ukraine ou se réarmer nous. Mais ce que l'on ne dit pas, c'est qu'on va se réarmer. Comment? Eh ben, en achetant des armes aux Américains. Parce Bien que sûr, mais bien sûr, à euh, Lockheed Martin, à Boeing, bien sûr, bien sûr. les Allemands, les Hollandais, les ceci, les cela ont tous des F-16 américains et n'achètent pas l'excellent Rafale français ou l'Eurofighter. Oh non, ça compte pas. D'ailleurs, l'Allemagne, puisque l'on parle de ça, va vendre mais en pièces détachées, hein, ça sera remonté sur place, des missiles Taurus qui menacent le territoire de la Fédération de Russie dans sa profondeur, 600-700 kilomètres. Mais les missiles Taurus sont en partie aussi fabriqués, je ne sais pas si c'est les missiles Taurus ou également les missiles Patriotes. On va en fournir 17, 14, mettons. Certains ont dit 17 systèmes. Les systèmes, c'est plusieurs missiles. Mais un système Patriote de défense antiaérienne, c'est 2 milliards de dollars pièce. Donc si c'est 14, ça fait 28 milliards. 28 milliards de dollars. Donc on va faire turbiner encore une fois les industries américaines. Ça C'est transitera ça. par en France. Ça fera aussi turbiner un peu les usines de montage, de démontage allemandes. Et puis voilà. Parce que derrière toutes ces grandes envolées lyriques sur la menace russe, il y a aussi des affaires de gros sous. Bien sûr, mais bien sûr, J'ai pas dit de gros absolument. sous, voilà. J'ai dit de gros sous. Non, grosso modo, bah, ça faisait partie des suicides, entre guillemets, des Oui, oui, suicidés. lui, il s'est tiré une balle dans la tête que personne n'a entendu, avec un 3,57 dans Ouais. l'Élysée, Au un palais de soir. l'Élysée, à l'intérieur du palais de l'Élysée, quand même. Ouais, ouais. Bérégovoy, C'est la lui, période. s'est tiré 2 balles, alors que, son chauffeur était allé pisser. Il a pris l'arme du chauffeur, garde du corps, monsieur Bérégovoy qui était Premier ministre, hein. Ou ex-Premier ministre à ce moment-là. Non, il était encore Premier ministre Oui, et le chauffeur n'a rien entendu. rien. Il avait des boules qui je sais pas quoi. Voilà. Heu, Jean-Michel, j'aimerais qu'avant la fin de cette émission, on parle de la Syrie, parce que ce qui se passe est excessivement grave en ce moment, puisque oui. pour résumer, Al-Joulani, le nouveau maître libérateur, le Qui a été sauveur de la reçu Syrie, à l'Élysée, qui a été reçu à l'Élysée, voilà. en grande pompe, absolument, est en train de massacrer les Druzes, donc toute la région de Soueda, donc que nous connaissons, hein, toi et moi, puisque nous y sommes allés en 2021, si j'ai bonne mémoire. Et donc alors il y a beaucoup, il y a plus de 1000 morts. Donc est-ce que Jean-Michel, est-ce que tu pourrais nous faire un point
Bon, sur ce qui est en train de se il se passe, au pays druze, ce qui s'est passé en pays alawite. Heu, des informations, on a dit qu'il y avait eu, 1 700 morts, au pays alawite, des massacres, certains avaient refusé de rendre leurs armes. Heu, il y a eu d'autres chiffres beaucoup plus importants, plusieurs dizaines de milliers de morts en pays alawite. Donc le feu, s'est éteint, mais il faut dire qu'au bord du pays alawite, il y a le Sanjak, d'Alexandrette, que la France a rétrocédé, a donné à la Turquie d'Atatürk, à la Turquie kémaliste. Et les Turcs ne sont pas loin, même si ce sont les Turcs qui ont, propulsé, monsieur Al-Jolani. Les Turcs observent et en fait, on est peut-être en train d'assister au dépeçage, non pas final, mais à une phase du dépeçage, de la Syrie, puisque immédiatement, Israël a bombardé, notamment Damas, le commandement central de l'armée de monsieur Jolani, au prétexte, parce que ce sont des altruistes, on a bien compris, au prétexte de venir au secours des Druzes. Il faut savoir qu'il y a le pays druze est à cheval à la fois sur le Golan et donc sur la partie nord d'Israël. Les Druzes étant les seuls Arabes ayant le droit de faire leur service militaire, je crois bien. Ce qui à une certaine époque était la condition pour entrer à l'université. Les Palestiniens, citoyens de énième zone, ne le pouvaient pas. Et donc, on sait que pendant le long conflit depuis 2011, le long conflit, la longue guerre qui a affecté la Syrie, les maquis, c'était pas des maquis, hein, il n'y a pas de maquis là-bas, mais les foyers de guérilla djihadistes, takfiristes, étaient soutenus, alimentés par Israël. Les Mmh. blessés djihadistes étaient soignés dans les hôpitaux israéliens. Il y a même des photos, vous pouvez les retrouver. On voit M. Netanyahou allant féliciter, féliciter les combattants de la liberté qui étaient en lutte contre le boucher Assad. Sauf que du temps du boucher Assad, il n'y avait pas de boucherie comme ça, hein. Quand il y a eu soi-disant à la Ghouta une attaque chimique, totalement controversée, bidon, encore une fois, un de ces montages, de ces mises en scène classiques dans ce type de circonstances. Le monde entier était en ébullition, mais là, on peut massacrer les Druzes, ce n'est pas très, très grave. Nous avons l'un de nos connaissances communes, je ne sais pas si vous êtes au courant, Claude, notre ami Adnan, dont plus Oui, de 30 30 membres de sa famille ont trouvé la mort. Non pas sa oui, famille oui, oui. proche, mais des cousins. Voilà, il y avait d'ailleurs, aujourd'hui une petite, petit rassemblement, j'imagine, de 10 personnes, place du Trocadéro, sur la place des droits de l'homme, pour s'insurger contre ces massacres et la complicité de la communauté internationale. Complicité par le silence, par le fait qu'on laisse faire. Le Alors on a dit que c'était des affrontements entre bédouins et druzes. Oui, en tout cas, Israël avance ses pions, et encore une Oui. fois, procéder à un certain nombre de bombardements et demain matin, on verra peut-être Israël, prendre pied et récupérer toute cette partie sud, de la Syrie. Mais et je termine ici, très rapidement, Israël va se trouver confronté aux ambitions, rivales, concurrentes de la Turquie. Donc, avant, il y avait la Syrie qui était une sorte d'État tampon entre les 2 monstres, et maintenant les 2 monstres vont se trouver face à face. Qu'on vienne pas me dire que la Turquie est membre de l'OTAN. Oui, elle est membre de l'OTAN, mais elle a sa propre politique, géopolitique, ses propres ambitions, et ces ambitions ne seront pas toujours forcément compatibles avec, ce que voudra Bruxelles
le siège de l'OTAN, c'est à Bruxelles, hein. Même si sur la base d'Inchirlik, je crois que les Américains ont tiré les armes nucléaires qui étaient entreposées, la plus grande base sur le pilier oriental de l'OTAN, qui est la Turquie. Donc, on sait que en différentes circonstances, que ce soit en 2003 où les avions américains n'avaient pas pu décoller depuis Incirlik, il y a toujours eu un peu d'eau dans le gaz, même s'ils s'entendent pour piller les richesses pétrolières de la région de Kirkouk, qui transitent par la Turquie et qui alimentent ce pétrole volé à la Syrie, alimente aussi bien Israël que arrive dans les ports pétroliers de l'Italie profonde. Exact. Jean-Michel, pour clore cette émission, parce que évidemment le temps avance, un mot peut-être quand même sur Donald Trump, cette affaire Epstein. Ah oui, c'est important. Alors, on a accusé, bon, les révélations sur le 11 septembre ne sortiront jamais, parce qu'on sait maintenant, on est à peu près assuré, même s'il y a eu collaboration, partenariat avec l'ISI pakistanais, avec les services saoudiens, on sait qui sont les gens. On a vu un groupe d'individus danser au moment où les tours jumelles s'effondraient. Il y a des gens qui s'en sont indignés, la police est arrivée, ils ont été incarcérés pendant quelques mois et puis finalement expulsés vers Israël. Ils dansaient, c'était le plus beau jour de leur vie quand le World Trade Center est tombé. Bon, on va pas revenir sur le World Trade Center, sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, qui lui aussi avait peut-être des velléités, mais il n'était pas le seul. Ce qui ne veut pas dire que la mafia ne soit pas intervenue, hein. La mafia, elle peut servir de relais, de bras armés, d'exécuteurs de basses œuvres. On sait que là aussi, Kennedy n'était pas très favorable au programme nucléaire israélien. C'est comme ça. Bon, donc, exit les révélations. Monsieur Trump avait dit qu'il allait drainer le marécage. En bon français, ça s'appelle les écuries d'Augias. Et la liste Epstein. Alors, il y a deux listes. Il y a la liste Epstein elle-même, et puis il y a la liste de son pilote, celui qui conduisait ses invités sur Lolita. C'était pas Lolita Express, mais Lolita Island, je sais pas quoi. Lolita Express, c'était la compagnie aérienne. Et alors, on a dit Trump refuse. Là aussi, on ne prête courage parce qu'il est sur la liste. Alors, c'est vrai qu'il y a moult photos, on le voit serrant la main d'Epstein ou proche d'Epstein, mais tout le monde était proche d'Epstein, hein. Vous remarquerez que les grands taiseux dans l'affaire, c'est ceux qui devraient l'ouvrir en priorité. C'est monsieur Obama, c'est madame Clinton, c'est monsieur Podesta, le bras droit de madame Clinton, ou bien aussi bien d'ailleurs monsieur De Niro là-bas à Hollywood, parce qu'il a une grande gueule monsieur De Niro, hein. Et donc il devait pas partir des États-Unis, De Niro, en cas ah oui, d'élection de bah, Trump. tous, si Trump arrive, nous Et- partons. Mais il y a une autre hypothèse, c'est pas que Trump se trouve sur la liste. Oui, c'est possible, mais c'est pas forcément probable. Ce qu'il y a, c'est que la liste représente un tel levier de pouvoir, puisque cette liste n'a été conçue qu'en partenariat entre le Mossad, puisqu'il s'agissait de piéger les gens qui venaient, de les filmer à leur insu, dans leurs ébats un peu grivois. Et, le Mossad, la CIA, le MI6 aussi bien, puisque le prince Andrew, le prince Andrew a payé pour que les procédures s'éteignent. Il y a de l'argent pour ça. Eh bien, c'est un levier de chantage extraordinaire. On a des dossiers sur les gens. Monsieur Hoover, créateur du FBI, a duré autant d'années parce qu'il avait des fiches sur tout le monde et qu'il était ainsi sanctuarisé dans sa personne.
si je puis dire. Et là, si on a besoin contre telle ou telle personnalité américaine, européenne ou autre, eh bien, si on a besoin, ça donne un bargaining power, ça donne des éléments de négociation qui sont précieux à l'extrême. Donc pensons à cela. Donc on sait, aujourd'hui c'est officiel, la liste ne sera pas publiée. Voilà. Monsieur Epstein est mort. Le dénommé Didi, lui aussi, a été blanchi, exonéré, gracié. Je ne suis pas penché sur les réseaux Didi de ce rockman, mais apparemment c'était pas triste non plus. C'était même très croquignolet. On est dans un monde où on patauge dans la pourriture. Il faut mettre ses bottes maintenant quand on sort. Et puis les bottes. Des cuissardes, des cuissardes, Jean-Michel, des cuissardes. Des bottes, c'est même plus suffisant. Et se boucher. C'est ça. Et se boucher le nez. Jean-Michel, nous arrivons aux conclusions, à la conclusion donc de notre émission. Le mot de la fin Le mot de la fin, c'est haut les cœurs. Ne vous penchez pas par-dessus à votre balcon, vous penchez pas, hein, parce que un accident est vite arrivé. Ne déjeunez pas avec n'importe qui au restaurant et pas dans n'importe quel restaurant non plus. Faites attention, mais je pense que il ne faut pas trop raser les murs parce que à force de raser les murs, nous finirons par y être alignés. Donc la liberté a un prix, même si c'est parfois un prix extrêmement lourd, exorbitant. On perd les demi-nous comme Monsieur Nicolas Stocker. Mais c'est vrai que on peut dire que c'est un avertissement, c'est un signe. On s'en prend aux animaux et ceux qui aiment les animaux savent que nos petits animaux familiers sont en fait des petites personnes, hein. Ce sont des personnes avec leur personnalité, leurs humeurs, leur ceci. C'est un peu comme des enfants, mais il n'y a pas de honte à cela. Je regardais un très joli documentaire avec Brigitte Bardot qui, lorsqu'elle lance avec l'aide et les conseils de Charles Pasqua d'ailleurs, elle lance sa fondation, est encore une très fort belle femme et qui a le courage chez le maître Tajan, chez Maître Tajan, de mettre en vente tous ses biens, ses robes, ses bijoux. Et elle a un côté, cette femme qui avait quand même la cuisse un peu légère, mais il ne s'agit pas de dire qu'elle se soit rachetée, mais elle a montré le véritable fond de sa personne et elle avait un côté sainte, laïque, qui est assez plaisant, même. Mais le comportement des saints, fût-il laïque, n'est pas le comportement des gens ordinaires. Mais en tout cas, nous, vous et moi, Éric, Claude, nous n'empoisonnons pas les chats. Et même on les nourrit Absolument. Quand ce sont des chats perdus. Et absolument, on les recueille même et on les choisit. Ça, c'est clair. Mais donc, voilà. Mais les chats, je veux dire, les chats, on dit ils sont intéressés, égoïstes, c'est pas vrai. Les chats viennent vous dire merci quand on les a nourris. C'est là où ils sont le plus tendres, pas avant, après. Ce qui prouve bien qu'ils ont au moins, ce que n'ont pas tous les humains, et peu d'entre eux d'ailleurs, la reconnaissance du ventre. C'est ça. La reconnaissance de la gamelle. Nous sommes bien d'accord. Eh bien, Jean-Michel, un grand merci. Madame Najat Vallaud-Belkacem aura de la reconnaissance pour tous ceux qui l'ont propulsée là où elle se trouve aujourd'hui, au sommet de sa carrière. C'est elle qui va éplucher les questions et qui fera le tri entre les bons et les mauvais. On sait déjà qui sont les bons et on sait d'avance qui sont les mauvais. Absolument. Éric, je voulais juste préciser que demain, il n'y aura pas d'émission avec notre ami Abdel, puisqu'il est en vacances et qu'il a le bonheur de recevoir ses mômes dans son exil marocain. Donc, on lui souhaite bien du bonheur. Ça nous permettra à nous effectivement de lever un peu le pied
une journée sans TVADP, ça va nous faire du bien parce que ça fait 4 ans, plus de 4 ans que ça dure. Donc, bon, jusqu'à la fin du mois, le dimanche, il n'y aura pas d'émission d'Abdel. Il reprendra début septembre. Et nous, cher Jean-Michel, je pense qu'on va se revoir en septembre. Est-ce que tu bouges Je suis prêt à parler au mois d'août. Hein. Vous savez, en général, les guerres se déclenchent toujours au mois d'août. Hein. Oui. Eh ben, au mois d'août, on prépare une grosse opération avec Pepe Escobar et nos amis de Réseau International. Pepe Escobar parle très bien le français, c'est une vedette. Vive les vedettes. Absolument. Puis c'est un journaliste compétent et intègre. En tout cas, il fait bien son travail. Hein. Bon, voilà. Amis internautes, merci beaucoup. Merci Sam Léo. Merci Caroline pour la modération du chat. On vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end. Et un bon été, un bel été. Surtout un bon et bel été. Absolument. Absolument. Que la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Merci Jean-Michel. Merci Jean-Michel. Dieu nous garde. À bientôt, au revoir. Dieu nous garde, absolument. Bonjour, Samedi.